émotionnel à propos du harcèlement de la presse et des paparazzis et de la façon dont il rendait sa vie misérable. Donc, je pense que j'ai fait mon travail. Matt Lauer était l'animateur matinal le plus fiable d'Amérique, gagnant 25 millions de dollars par an au Today Show de NBC. Mais derrière les caméras se cachait un sombre secret qui allait tout détruire. En novembre 2017, une simple plainte a changé sa vie à jamais. En 24 heures, il a été licencié et banni de NBC. Puis sont venus les détails choquants, un bouton secret sous son bureau, plusieurs victimes et des allégations remontant à des décennies. L'homme qui réveillait des millions d'Américains ne travaillerait plus jamais. Aujourd'hui, nous révélons qui s'est réellement passé et comment il vit maintenant. Matt Lauer est né le 30 décembre 1947, en plein cœur de New York. Son parcours était loin d'être ordinaire. Son père, J. Robert Lauer, travaillait comme cadre dans une entreprise de vélo et était issu de racines juives roumaines. Sa mère, Marilyn Colmer, avait été mannequin et dirigeait sa propre boutique. Matt a été élevé entre deux mondes très différents. L'un a été façonné par les valeurs et l'éthique de travail des immigrants. L'autre était tout au sujet de l'image, du style et de la présence publique. Ses premières influences sont restées avec lui. Elles l'ont aidé à devenir adaptable, raffiné et conscient de la façon dont le monde vous voit. Des compétences importantes pour quelqu'un qui allait plus tard parler à des millions de personnes à la télévision en direct. Matt n'était pas le premier de sa famille à monter sur les projecteurs. Son grand-père, Art Gentry, avait été chanteur professionnel. Il n'était pas un nom connu, mais il s'est produit pendant l'âge d'or de la musique, et le jeune Matt était souvent là à regarder. Voir son grand-père dominer une scène a fait une profonde impression. Il ne s'agissait pas seulement de divertissement, il s'agissait de savoir comment se connecter avec un public. Matt a tout absorbé. Il a appris à se tenir, à rester calme et à parler d'une manière qui faisait écouter les gens. Ces leçons sont venues bien avant les cours de journalisme et allaient plus tard définir son style à l'antenne. À la fin des années 1970, Matt s'est inscrit à l'Université de l'Ohio. Il a choisi la communication comme matière principale et était en voie d'obtenir son diplôme. Mais en 1969, alors qu'il n'avait que 21 ans, il a pris une décision audacieuse. Il a abandonné ses études à seulement 4 crédits de la fin de ses études. Il n'a pas attendu un diplôme. Il voulait une expérience réelle, et il l'a eue. Son premier emploi a été celui de producteur de nouvelles chez Walk à Huntington, en Virginie-Occidentale. Ce n'était pas glamour, mais c'était le début. Et Matt ne faisait pas que pointer. Il a travaillé dur, a appris vite et s'est rendu utile. En moins d'1 an, il faisait des reportages à la caméra et avait même décroché son propre segment d'émission débat. Cette première promotion au poste de journaliste à l'antenne en 1980, alors qu'il n'avait que 22 ans, a montré à quelle vitesse il progressait. C'était inhabituel pour quelqu'un d'aussi jeune, surtout sans diplôme. Mais Matt n'était pas typique. Il a plongé dans le grand bain, gérant à la fois les bulletins de nouvelles de 18h et de 23h dans un marché de taille moyenne. Ce n'étaient pas des articles élogieux, c'étaient des nouvelles en direct sous pression. La présence calme de Matt, même en tant que débutant, a commencé à faire tourner les têtes. Il ne voulait pas seulement un emploi à la télévision, il voulait la maîtriser. De 1981 à 1986, Matt a co-animé PM Magazine dans 3 villes différentes. D'abord Richmond, puis Providence, et enfin New York. Il était rare qu'un animateur change de marché de cette façon, surtout avec du succès à chaque fois. PM Magazine était un mélange rapide d'histoires locales, de segments de célébrités et de contenus de style de vie. Ce n'était pas facile à réaliser, surtout avec un ton différent pour chaque région. Mais Matt l'a fait. Il s'est adapté, a appris ce que chaque public voulait et est devenu plus raffiné à chaque mouvement. Son passage à l'édition new-yorkaise de l'émission lui a permis d'être connu dans le plus grand marché médiatique du pays. C'était un énorme pas en avant.
En 1986, Matt a eu sa première chance de percer à la télévision nationale. ABC a lancé une émission intitulée Fame, Fortune and Romance, un dérivé de Lifestyles of the Rich and Famous. Il l'a co-animée avec Robin Leach, connu pour sa voix dramatique et ses visites de manoirs de célébrités. L'émission était tape à l'œil et indulgente, montrant des yachts, des jets privés et la vie de milliardaires. Elle n'a pas duré longtemps, moins d'1 an, mais elle a mis Matt devant des téléspectateurs à travers le pays. Il n'était plus seulement un nom régional. Il commençait à percer. À la fin des années 1980, Matt faisait quelque chose que presque personne d'autre ne pouvait faire. Il travaillait dans plusieurs villes en même temps. De 1987 à 1949, il a jonglé avec des emplois d'animateur local à Philadelphie et à Boston, tout en travaillant pour ESPN et HBO. Il faisait des reportages sur des soap-operas comme les finales de la Coupe Stanley pour ESPN et couvrait des segments de divertissement pour HBO au pour HBO. Cela signifiait de longues heures, des voyages constants et très peu de sommeil. Les gens de l'industrie ont remarqué qu'il était partout. Certains plaisantaient même en disant qu'il vivait à l'aéroport. Mais ce labeur a porté ses fruits. Il s'est bâti une réputation de quelqu'un qui pouvait tout faire. Les nouvelles, le sport, le divertissement, et bien le faire. Le passage de Matt Lauer au Nine Broadcast Plaza entre 1949 et 1991 n'était pas qu'un simple emploi de nouvelles locales. L'émission durait 3 heures en direct chaque jour sur WOR TV à New York. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses deviennent étranges. Les producteurs ont commencé à faire venir des invités plus fous et controversés, essayant de surfer sur la vague de la culture télévisée, choc du début des années 90. Lauer n'aimait pas la direction que prenait l'émission. Il s'est souvent disputé avec les producteurs et a même refusé de lire des publicités en direct pour un commanditaire de matelas à composer, ce qui était rare pour quelqu'un qui était encore en train de se faire un nom. Son passage à l'émission s'est terminé abruptement, et lorsqu'il a démissionné, des personnes comme Weird Al Yankovic et Howard Stern ont brièvement repris l'animation. Cette même émission s'est transformée plus tard en The Richard Bey Show, qui est devenu tristement célèbre pour des choses comme les tests de détecteurs de mensonges et les concours Miss Big Butt. Elle est partie en vrille, mais Lauer était déjà parti. En 1992, il était presque à court d'argent. Il n'avait pas d'emploi régulier à la télévision et était sur le point de faire un chèque sans provision pour payer son loyer. Puis, WNBC TV lui a tendu une bouée de sauvetage. Il a été embauché pour co-animer Today in New York avec Jane Hansen. L'émission était diffusée tôt le matin, mais c'était suffisant pour le remettre sur les rails. 1 an plus tard, il a été promu co-animateur de Live at 5, l'une des émissions les plus importantes de la chaîne en soirée. Il a travaillé sur les 2 émissions pendant un certain temps, apparaissant parfois dans 3 émissions différentes de NBC le même jour. Les longues heures ont porté leurs fruits. Il s'est fait une réputation d'homme calme, fiable et étonnamment chaleureux pour un journaliste. Son énergie s'est démarquée. Il a apporté une touche humaine à des formats d'affaires rigides et a établi des liens avec les dirigeants de NBC. Ses premières années à WNBC l'ont aidé à se faire remarquer au niveau national. Entre 1992 et 1997, Lauer est devenu l'homme que NBC pouvait appeler pour n'importe quoi. Il a remplacé à Weekend Today, NBC News at Sunrise et même NBC Nightly News lorsque Tom Brokaw était absent. Son emploi du temps était brutal. Il faisait la météo à l'aube, les nouvelles de midi au déjeuner et les nouvelles de première écoute le soir. Peu importe, il continuait à se présenter et à bien faire son travail. Au sein de NBC, son nom est devenu synonyme de fiabilité. Les gens ont remarqué sa capacité à se lancer dans n'importe quel rôle sans broncher. Il n'était pas tape à l'œil, mais il était polyvalent et cohérent. Ces années ont renforcé la confiance avec les hauts dirigeants. Cette confiance a mené à un tournant en janvier 1994, lorsqu'il a été nommé présentateur de nouvelles à temps plein pour le Today Show.
À partir de ce moment, son ascension a été rapide et constante. Même avec sa popularité croissante, il y avait une chose que Lauer n'avait pas terminée, son diplôme universitaire. Il avait quitté l'Université de l'Ohio près de 20 ans plus tôt, à seulement 4 crédits de la fin de ses études. En 1997, à l'âge de 39 ans, il y est finalement retourné. Le président de l'université l'a invité non seulement à terminer ses études, mais aussi à prononcer le discours de la collation des grades. Au lieu de suivre des cours traditionnels, Lauer a rédigé un document sur la façon dont sa carrière à la télévision était liée à ce qu'il avait étudié. Cet été-là, il a traversé la scène avec la promotion de 1997, près de 2 décennies après ses pairs. Pour lui, ce n'était pas seulement symbolique, c'était quelque chose de personnel. Il a dit plus tard que ce moment lui avait procuré plus de fierté que bon nombre de ses réalisations professionnelles. 2 ans plus tard, en 1999, l'Association des anciens élèves de l'Université de l'Ohio lui a décerné la médaille du mérite en reconnaissance de son travail et de l'inspiration qu'il a donnée à d'autres finissants tardifs. L'histoire de Matt Lauer à NBC a commencé le 13 juin 1994, lorsqu'il a officiellement assumé le rôle de présentateur de nouvelles pour le Today Show. L'émission était en difficulté à l'époque, perdant des téléspectateurs au profit de Good Morning America. NBC avait besoin d'un changement, et la présence de Lauer était exactement cela. Il n'était pas raide, comme la plupart des présentateurs de réseau. Il avait une chaleur qui donnait aux gens l'impression qu'il appartenait à leur salon. En l'espace de 3 ans, il a contribué à renverser la tendance. Les téléspectateurs ont recommencé à revenir. Il a mélangé des nouvelles difficiles avec des entrevues de célébrités d'une manière qui semblait nouvelle et naturelle. NBC l'a rapidement remarqué. Ils l'ont fait remplacer de grands noms comme Bryant Gumbel et Tom Brokaw. Ce genre de confiance n'était généralement pas accordé à quelqu'un d'aussi nouveau. Mais Lauer a prouvé qu'il pouvait le gérer. Au moment où il est devenu co-animateur, sa cote Q avait monté en flèche. Il n'était pas seulement populaire. Il était l'un des noms les plus rentables que NBC avait. Au cours de ses premières années, Lauer a établi des relations solides avec ses co-animateurs. Mais ce n'était pas toujours facile. Travailler avec des vétérans comme Bryant Gumbel signifiait apprendre à partager l'espace à l'écran et hors de l'écran. Gumbel était connu pour être dominateur. Il aimait commencer l'émission, diriger les grands segments et garder les choses entre ses mains. Lauer, qui était plus jeune de 9 ans, ne s'est pas battu de front. Au lieu de cela, il a utilisé l'humour et le charme pour gagner les gens. Avec Katie Couric, c'était différent. Leur connexion s'était faite naturellement. Couric a plus tard admis qu'elle avait eu un faible pour Lauer à l'époque où il faisait les nouvelles locales. À l'écran, leur chimie illuminait les matins. Ils plaisantaient, se taquinaient et terminaient même les phrases de l'autre. On aurait dit un flirt, mais les téléspectateurs ont adoré ça. La façon dont ils interagissaient rendait l'émission plus fraîche. Ce lien a contribué à faire en sorte que Today ressemble moins à une émission de nouvelles qu'à un rituel matinal. Lauer ne s'occupait pas seulement des choses légères. Ses compétences se sont vraiment révélées lors d'événements d'actualité majeurs. Avant de devenir co-animateur, il faisait déjà des reportages sur de grandes histoires nationales et mondiales. NBC lui faisait confiance pour la couverture en direct lorsque c'était le plus important. L'un de ses premiers défis est survenu lors de l'attentat d'Oklahoma City en avril 1985. C'était un moment où le ton léger habituel de l'émission devait changer. Lauer a participé à ce changement. Il a contribué à diffuser des nouvelles difficiles avec une présence calme. Ce moment a donné aux téléspectateurs un sentiment de stabilité pendant une tragédie. Il a également couvert le procès d'O.J. Simpson, marchant sur une corde raide entre le reportage sérieux et l'accessibilité pour les téléspectateurs du matin. Ces expériences ont montré que Lauer n'était pas seulement là pour la bavardage. Il se bâtissait une réputation de personne sur qui on pouvait compter lorsque le monde se sentait incertain. Le 6 janvier 1997, Lauer a été promu co-animateur. C'était une grande étape. Il remplaçait Bryant Gumbel,
une figure importante de l'industrie. La pression était là forte. Tout le monde regardait cette première semaine, attendant de voir s'il pouvait y arriver. Il n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Les codes d'écoute de cette semaine-là étaient les deuxièmes plus élevés de l'histoire de l'émission jusqu'à ce moment-là. Le public a réagi non seulement aux nouvelles, mais aussi au sentiment que Lauer et Couric dégageaient ensemble. Chez NBC, on l'appelait le beau gosse d'à côté. Mais il n'était pas seulement question de son apparence. Il était vif, rapide et savait diriger une entrevue. Au cours des 20 années suivantes, il est devenu le visage de l'émission. Il a interviewé des présidents, des célébrités et des personnes prises au milieu d'événements qui ont changé le monde. Son passage à Today a façonné ce à quoi ressemblerait la télévision du matin pour une génération. En même temps, Matt a également assumé des rôles plus sérieux. En 1997, il est devenu un présentateur collaborateur pour Dateline NBC. Ce poste a duré 20 ans et l'a fait entrer dans le monde du reportage d'enquête. Il ne s'est pas contenté de couvrir des histoires légères. Il a fait des reportages sur des mystères, des enjeux culturels et des documentaires de longue durée. Il a dirigé des émissions spéciales en prime time et a travaillé sur des sujets sérieux qui ont été diffusés pendant les heures de soirée, et pas seulement le matin. La plupart des présentateurs du matin n'ont jamais la chance de franchir cette ligne, mais Matt l'a fait pendant 2 décennies. Il a attiré des millions de téléspectateurs en prime time, ce qui a contribué à bâtir sa réputation de journaliste capable de faire à la fois du divertissement et des nouvelles difficiles. Ce genre de double présence l'a rendu plus polyvalent, plus fiable et plus permanent que la plupart des autres personnalités de l'information. Sa vie personnelle a également évolué rapidement pendant cette période. En juillet 1997, il a rencontré le mannequin néerlandais Annette Rock lors d'un rendez-vous à l'aveugle. À peine 5 mois plus tard, ils se sont mariés le 3 octobre 1998 à Bridgehampton, New York. Ce mariage rapide a attiré l'attention des fans et des tabloïds. Annette, qui était connue dans le monde du mannequinat sous le nom de Jade, n'avait que 22 ans et connaissait déjà le succès à Paris et à New York. Elle avait été mannequin pour Victoria's Secret et J.Crew et a apporté sa propre touche d'élégance internationale à la relation. Matt a plus tard admis qu'il n'avait pas ressenti de connexion instantanée lors de leur premier rendez-vous. Il leur a fallu environ 2 mois pour s'embrasser. Mais lorsqu'ils ont avancé rapidement. Leur mariage est devenu une sensation médiatique, surtout parce qu'il associait l'une des personnalités de la télévision les plus en vue d'Amérique à un mannequin de mode européen. Ils ont finalement eu 3 enfants ensemble, mais leur relation a connu de sérieuses difficultés en coulisses. Leur premier enfant, Jack Matthew, est né le 26 juin 2001. Leur fille, Romy, a suivi en octobre 2003 et leur plus jeune, Thais, est arrivée en novembre 2006. En apparence, cela ressemblait à une famille parfaite. Matt parlait d'aimer les moments de calme, les dîners de famille, les étapes importantes et élever des enfants ensemble. Ces petites choses semblaient plus importantes que les projecteurs. Mais la pression de sa carrière et l'attention constante qu'il recevait ont usé les fondations de leur vie familiale. Même s'ils assistaient souvent à des événements publics ensemble, comme les compétitions d'équitation de leurs enfants et les remises de diplômes scolaires, les choses n'étaient pas toujours aussi calmes qu'elles le semblaient. En 2006, alors qu'elle était enceinte de Thais, Annette a demandé le divorce. La demande était profondément choquante. Selon les rapports, elle accusait Matt de violence mentale, de détresse émotionnelle, d'humiliation et de comportement dominateur. Elle a dit qu'il avait une colère et une hostilité extrêmes et qu'il essayait même de contrôler les plus petites décisions de leur vie. Cela brossait un tableau bien différent de ce que les téléspectateurs croyaient voir à l'écran. Le moment choisi a rendu toute la situation encore plus douloureuse. Ils attendaient leur 3e enfant, vivaient dans les Hamptons et se présentaient comme une famille forte. Mais la réalité se brisait. La demande de divorce a été un signal d'alarme non seulement pour leur cercle intime, mais aussi pour le grand public qui les avait vus comme un couple idéal.
Ce qui a suivi a surpris tout le monde. Quelques semaines seulement après le dépôt de la demande, Annette l'a retirée. Ils ont décidé d'essayer le counseling et d'arranger les choses. Beaucoup de gens pensaient que la séparation était inévitable, surtout après des allégations aussi graves. Mais Matt et Annette semblaient s'entendre sur le fait que leurs enfants méritaient une deuxième chance à la vie familiale. Pendant les 10 années suivantes, ils sont restés ensemble publiquement. Ils ont continué à se montrer ensemble lors d'événements et ont essayé de donner à leurs enfants un sentiment de normalité. Mais l'effort émotionnel en coulisses était lourd. Des amis ont dit plus tard que, même s'ils ressemblaient à un couple, ils vivaient souvent des vies très séparées. La réconciliation a contribué à préserver l'image publique de Matt, mais elle n'a pas effacé les problèmes qui avaient mené au dépôt de la demande de divorce en premier lieu. Le scandale qui a détruit la carrière de Matt Lauer a commencé discrètement lors des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie. À l'époque, il était l'un des visages les plus fiables de la télévision américaine, gagnant 20 millions de dollars par an en tant que principal présentateur du Today Show de NBC. Mais en coulisses, quelque chose de terrible se passait. Une jeune employée de NBC a déclaré plus tard au réseau que Lauer l'avait agressée sexuellement dans sa chambre d'hôtel pendant les Jeux olympiques. Les détails étaient troublants, et elle a dit qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était un viol. Elle s'appelait Brooke Nevels et son récit est resté privé jusqu'à ce que Ronan Farrow le révèle dans son livre de 2019, Catch and Kill. Ce moment à Sotchi allait tranquillement déclencher une réaction en chaîne qui a mis fin à la carrière de Lauer. Lorsque NBC a reçu la plainte, ils ont lancé une enquête interne immédiate, le 29 novembre. 2017, moins d'un jour après avoir reçu le rapport, NBC a congédié Lauer. La rapidité a choqué tout le monde. Ses co-animatrices Savannah Guthrie et Hoda Kotb l'ont appris quelques minutes avant de devoir l'annoncer en direct à l'antenne. Elles avaient l'air stupéfaites et émues lorsqu'elles ont partagé la nouvelle avec des millions de téléspectateurs. Après 20 ans à l'émission, le départ de Lauer s'est produit en quelques heures ça et seulement. Mais ce qui a suivi a été encore plus intense. En moins de 24 heures, au moins 3 autres femmes se sont manifestées avec leurs propres histoires de harcèlement. Leurs récits n'étaient pas isolés. Ils montraient un schéma de comportement clair qui durait depuis des années. Certaines femmes ont dit qu'elles avaient essayé de le signaler auparavant, mais personne ne les a écoutées. Beaucoup avaient trop peur de parler parce que Lauer avait tellement de pouvoir au sein du réseau. Au fur et à mesure que les histoires s'accumulaient, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'un seul homme. Il s'agissait d'une culture de travail qui avait permis que cela se produise. Puis sont venus les détails les plus troublants. Variety a publié un rapport après avoir parlé à des dizaines d'employés actuels et anciens de NBC. Ils ont révélé que Lauer avait un bouton secret sous son bureau qui lui permettait de verrouiller la porte de son bureau de l'intérieur. NBC a affirmé qu'il s'agissait simplement d'une fonction de sécurité standard, mais plusieurs femmes ont dit qu'il l'utilisait pour les piéger. L'article disait également qu'il offrait des jouets sexuels aux employés en guise de cadeau, qu'il s'était exposé à des collègues et qu'il interrogeait des femmes sur leur vie sexuelle. Si elles lui résistaient, il se moquait d'elles ou les punissait. Ce n'étaient pas des rumeurs. Il s'agissait de témoignages de première main de personnes qui avaient travaillé avec lui pendant des années. Il est devenu clair qu'il s'agissait d'un environnement toxique où les abus avaient été autorisés à se poursuivre. L'une des histoires les plus troublantes remonte à 2001. Une ancienne productrice du Today Show a dit que Lauer l'avait appelée dans son bureau pendant la journée de travail. Après qu'elle soit entrée, il a appuyé sur le bouton caché et a verrouillé la porte derrière elle. Il lui a dit de déboutonner son chemisier, puis il l'a agressée. Elle a dit qu'elle s'était évanouie pendant l'attaque et qu'elle s'était réveillée sur le sol avec son pantalon défait. L'assistante de Lauer a dû l'emmener chez une infirmière. Elle ne l'a pas signalé parce qu'elle avait peur que cela ruine sa carrière. À l'époque, Lauer était intouchable. Personne ne l'aurait cru. Ce silence lui a permis de continuer.
Lorsque NBC l'a congédié en novembre 2017, ils ont clairement indiqué qu'il était parti pour de bon. Le président du réseau a envoyé une note de service au personnel vers 6h30 du matin, juste avant la diffusion en direct de la journée. Le message disait que Lauer avait violé les normes de NBC et qu'il croyait qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Ils ont également refusé de verser le reste de son contrat. Lauer avait un contrat annuel de 20 millions de dollars, mais NBC l'a interrompu immédiatement et ne lui a versé aucune indemnité de départ. Il a été congédié pour un motif valable, ce qui signifie qu'il croyait que les actes répréhensibles étaient suffisamment graves pour annuler complètement le contrat. Cette décision a envoyé un message fort qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. L'enquête de Variety était déjà en cours depuis des mois. Le moment était explosif. Le même jour, Lauer a été congédié. Ils ont publié l'intégralité de leurs conclusions. Ils ont décrit un modèle cohérent de harcèlement, y compris Lauer, qui offrait des jouets sexuels avec des notes explicites, s'exposait et faisait constamment des commentaires inappropriés. Les employés ont dit que l'atmosphère était remplie de peur. Beaucoup savaient ce qui se passait, mais avaient l'impression de ne rien pouvoir dire. L'article a clairement indiqué que la plainte que NBC avait reçue n'était pas une nouvelle information. C'était juste la première sur laquelle ils avaient finalement agi. Encore plus choquantes étaient les allégations selon lesquelles la direction de NBC était au courant du comportement de Lauer depuis des années. Certains employés ont dit que les plaintes avaient été ignorées. Un ancien employé a dit carrément que la direction l'avait protégé parce qu'il était trop important pour le réseau. NBC a nié qu'ils étaient au courant de quoi que ce soit à l'avance, mais les dégâts étaient déjà faits. Les gens ont commencé à se demander qui d'autre avait fermé les yeux et combien d'autres avaient souffert en silence. Le scandale a forcé NBC à modifier ses politiques internes. Ils ont introduit de nouvelles règles qui faisaient du camouflage d'inconduite un motif de congédiement. La chute de Matt Lauer s'est produite rapidement. Un moment, il était l'un des visages les plus fiables de la télévision américaine et l'instant d'après, il était un fantôme. Après avoir été congédié du Today Show de NBC, à la fin de 2017, l'homme qui dominait les nouvelles du matin a presque complètement disparu de la vie publique. En 2018, bon nombre de ses amis les plus proches avaient rompu les liens. Les personnes qui appelaient et envoyaient des textos régulièrement ont cessé d'avoir de ses nouvelles. Il ne répondait pas aux messages. Il sortait rarement de chez lui. Certains ont dit qu'il s'était passé des mois sans qu'il ne parle à personne en dehors de sa famille immédiate. L'homme qui foulait les tapis rouges et animait des événements de grande envergure a soudainement disparu. Il s'est retiré dans son domaine dans les Hamptons. Là, derrière les portes de Strongheart Manor, il a essayé de devenir invisible. C'était une immense propriété au bord de l'eau qu'il avait achetée à Richard Gere en 2016 pour 36,5 millions de dollars. Elle avait 12 chambres à coucher, 12 salles de bain, plus de 14 000 pieds carrés d'espace et tout le luxe imaginable, y compris un salon de thé au bord de l'eau et une piscine chauffée. À un moment donné, il l'a mise en vente pour 48 millions de dollars. Elle a finalement été vendue en 2022 pour 49 millions de dollars. Les habitants le voyaient parfois faire des choses normales, emmener ses enfants à l'école, aller chercher le déjeuner, mais il avait toujours l'air fatigué. Il essayait de se fondre dans la masse. Il a gardé d'autres maisons à proximité, mais est resté discret. Sa vie, autrefois vécue devant les caméras, s'est déplacée dans l'ombre. Au même moment, son mariage avec Annette Rock a pris fin. Elle y était une mannequin et cavalière néerlandaise, et ils étaient mariés depuis 21 ans. Ils avaient 3 enfants ensemble. Lorsque le scandale a éclaté, elle s'est séparée de lui presque immédiatement. Le divorce a pris près de 2 ans et a été finalisé le 7 septembre 2019. Il aurait accepté toutes ses conditions sans se battre. Elle est repartie. Jusqu'à 20 millions de dollars d'actifs, y compris la pleine propriété de leur ferme équestre. Ils ont continué à cogérer la ferme et l'entente de garde des enfants a été décrite comme paisible. Malgré l'attention du public, ils l'ont gérée discrètement.
Des personnes proches de Lauer ont dit qu'il avait essayé de sauver le mariage, mais Rock avait déjà pris sa décision. Les choses ont empiré en octobre 2019. C'est à ce moment-là que le journaliste Ronan Farrow a publié Catch and Kill, un livre qui contenait de graves allégations contre Lauer. Il y décrivait un viol présumé d'une ancienne productrice de NBC, Brooke Nevils, lors des Jeux olympiques de Sochi de 2014. Lauer a nié, insistant sur le fait que la relation avait été consensuelle, mais le livre allait plus loin qu'une seule histoire. Il brossait le tableau d'un réseau qui avait protégé Lauer pendant des années. Il décrivait une culture du silence à NBC, où les plaintes étaient enterrées et où les personnes puissantes fermaient les yeux à eux. Le public a été stupéfait. La nouvelle a explosé à nouveau. Lauer n'était plus seulement un présentateur déshonoré. Il était maintenant une figure centrale d'un règlement de compte plus vaste sur les abus et le pouvoir dans les médias. En 2020, Lauer a finalement répondu. Après 2 ans de silence, il a écrit une longue lettre ouverte. Il a nié les allégations de Nevils, affirmant que la relation avait été inappropriée, mais pas criminelle. Il a accusé Ronan Farrow de journalisme bâclé, affirmant que le livre ignorait les faits et ne présentait pas son point de vue équitablement. Il a dit que les médias étaient plus intéressés par le sensationnalisme que par la vérité. Il a admis avoir fait des erreurs, mais a également critiqué la façon dont le public et la presse l'avaient traité. La lettre était détaillée et émouvante, mais elle n'a pas changé grand-chose. La plupart des gens l'ont considéré comme une faible tentative de sauver sa réputation. Farrow a maintenu ses reportages. Le mal était déjà fait. En 2025, Lauer vit toujours dans les Hamptons. Il passe également du temps en Nouvelle-Zélande. Sa valeur nette, malgré tout, reste élevée, autour de 80 millions de dollars. Au sommet de sa carrière, il gagnait jusqu'à 25 millions de dollars par an de NBC. Même après avoir versé une énorme somme dans le cadre de son règlement de divorce, il est toujours financièrement à l'abri. Il n'est pas retourné à la télévision et n'a pas lancé de nouveaux projets. Et il n'en a pas besoin. Il reste discret, profitant d'une vie de luxe tranquille sans l'attention qu'il désirait autrefois. Dans sa vie personnelle, quelque chose d'inattendu s'est produit. En 2019, peu de temps après son divorce, il a commencé à fréquenter Shamin Abbas, une amie de longue date et cadre de marque de luxe. Ils se connaissaient depuis environ 20 ans avant que la romance ne commence. Malgré l'intérêt intense des médias, ils ont gardé les choses privées. Ils voyagent ensemble, assistent à des événements occasionnellement et partagent leur temps entre New York et les Hamptons. Abbas est décrite par des amis comme étant profondément encourageante. Leur relation dure depuis plus de 5 ans maintenant. Ils évitent les projecteurs et semblent heureux, vivant une vie bien loin de celle de Lauer autrefois. En 2024, quelque chose d'autre a changé. Lauer a recommencé à renouer avec de vieux amis. Après des années d'isolement, il a commencé à tendre la main, à envoyer des messages et à passer des appels. Des personnes proches de lui disent qu'il semblait plus détendu. Il passait plus de temps avec ses enfants et avait trouvé un rythme dans sa nouvelle vie. Il n'y avait aucun signe de retour, aucun signe de regret non plus, juste un homme essayant d'aller de l'avant loin des projecteurs.